Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 37e numéro du Mag Magique. Aujourd'hui on va parler d'un principe théorique et psychologique important pour la réussite d'un effet magique. On va voir quelques conseils pour bien réussir une levée double et pour finir je vais vous parler du manuel de close-up de Harry Loren avec en plus une petite surprise. Un beau programme pour cette nouvelle vidéo. Dans l'un de ses livres, Concevoir des miracles je crois, mais vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, Darwin Ortiz a dit qu'il fallait construire un mur temporel entre la méthode et l'effet pendant un tour de magie. Alors on va décortiquer ce conseil qui, on va le voir, est hyper important. Construire un mur temporel entre la méthode et l'effet. Donc déjà la méthode c'est le trucage, l'astuce ou la manipulation secrète qu'on va réaliser à l'insu du public. L'effet, c'est l'effet magique à proprement parler, donc la conséquence de la méthode, c'est la magie qu'on a produite grâce à la méthode secrète. Et construire un mur temporel entre les deux, eh bien, ça veut dire les espacer dans le temps. Donc ce que nous dit Darwin Ortiz ici, c'est qu'il faut laisser passer un peu de temps entre l'utilisation d'un truc et la production de l'effet magique qui en découle, quand c'est possible bien sûr. C'est ce qu'on appelle aussi parfois la parenthèse d'oubli, dont on a déjà parlé, mais on va voir que ce n'est pas que cela. Prenons un exemple. Si je place cette pièce dans la main et que tout de suite après je montre qu'elle a voyagé ici sur la table, vous allez comprendre facilement que c'est la passe qui a permis cet effet. Alors qu'au contraire, si je prends un petit peu plus le temps, que je fais une passe magique pour montrer que la pièce a disparu et que quelques instants après je montre qu'elle arrive sur la table, eh bien là le public a un peu moins la possibilité de comprendre que le mouvement préalable a permis de réaliser l'effet. Justement parce que j'ai laissé passer un petit peu de temps entre les deux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours possible, il y a des effets magiques qui sont produits au moment où le trucage intervient, c'est souvent le cas des effets flash par exemple, mais le reste du temps, quand c'est possible, il vaut mieux essayer de faire ça. Concrètement, ça veut dire que si vous avez besoin de faire un mélange pour un contrôle de carte, de déplacer un objet pour glisser quelque chose dessous, ou de faire un pic par exemple, eh bien il vaut mieux laisser passer un peu de temps avant de faire la révélation. Ça va vous permettre d'éviter que le public comprenne que c'est ce mouvement préalable qui a permis de réaliser cet effet. Donc ça veut dire qu'il faudra toujours penser à ça au moment de la construction de la routine et même pendant les phases d'entraînement. Demandez-vous à chaque effet magique, est-ce qu'il est possible de le dissocier de la méthode dans le temps? Et vous verrez que c'est souvent possible, notamment en mentalisme. Ça peut être fait en posant une question au spectateur, en produisant un autre effet magique entre les deux, ou même simplement en expliquant ce qui va se passer. Donc vous voyez, c'est assez facile en fait. Ça va vous permettre de garder un temps d'avance sur vos spectateurs, un ou plusieurs même. C'est-à-dire que vous avez préparé un effet magique, il est prêt, et vous ne le produirez qu'après quelques instants, à un moment où pour le public vous n'êtes en train de rien faire de spécial. Essayez de pratiquer ce conseil et vous allez voir que déjà ça va vous aider à structurer vos routines. Vous gagnerez aussi en confiance parce que vous verrez que la méthode bien souvent peut être réalisée à un moment opportun, un temps faible typiquement, et vous pourrez produire l'effet magique un peu plus tard au meilleur moment. Vous serez moins stressé, vous aurez une meilleure sensation de maîtrise et vous empêcherez les spectateurs de faire le lien entre les deux, ce qui augmentera psychologiquement l'impact magique de vos numéros. Vous voyez parfois qu'une simple phrase en apparence anodine, construire un mur temporel entre la méthode et l'effet, elle peut vouloir dire beaucoup de choses et ça peut devenir un conseil très précieux. Donc bien sûr, je vous encourage à lire, puisque vous aurez plus souvent ce genre de conseils dans les livres que dans les vidéos, et de rester attentif surtout à ce que vous êtes en train de lire, justement pour ne pas passer à côté de ce genre de phrases qui à mon avis sont bien plus importantes que des dizaines d'explications de tours. La levée double. J'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne parce que je cherchais un angle de présentation un peu différent de ce qu'on trouve généralement sur internet. Je voulais pas simplement vous dire voilà, la levée double c'est ça et elle permet de faire ceci ou cela. Je voulais vous présenter les choses un peu différemment et j'espère que ça va vous intéresser et surtout vous être utile. Alors la levée double, qu'est-ce que c'est? On est bien obligé de commencer par là. C'est une technique de manipulation de cartes qui consiste à montrer deux cartes comme une seule en les superposant l'une sur l'autre. D'où le terme la levée double. C'est probablement la technique de carte la plus utilisée parce qu'elle est à la fois relativement simple à faire, je dis relativement parce qu'en réalité elle est difficile à rendre naturelle et invisible, et surtout elle est polyvalente et extrêmement puissante sur les spectateurs. Elle permet de produire des effets visuels comme un change de carte instantané ou au contraire de modifier secrètement une carte avant de la révéler pour justement espacer la méthode de l'effet magique comme on l'a dit dans le chapitre précédent. Elle est typiquement utilisée dans les routines de cartes ambitieuses, quand on va montrer que la carte du dessus n'est pas celle du spectateur. On claque des doigts et la carte du spectateur arrive sur le dessus.
car il s'agit en réalité essentiellement d'une technique de changement de carte. On va montrer deux cartes comme une seule pour cacher une carte spéciale, par exemple celle du spectateur, ou au contraire pour la faire apparaître. La levée double, ou triple d'ailleurs, est aussi utilisée dans les routines de petits paquets, comme certaines versions de l'huile et l'eau, ou le fameux tour des As qui s'échange entre les mains du spectateur et du magicien. Enfin, l'une des utilisations les moins fréquentes est le forçage. Pour forcer la carte du dessus, bien, vous pouvez faire choisir librement une carte à un spectateur, et avant qu'il la prenne, vous la placez sur le dessus et vous effectuez une levée double pour montrer celle que vous vouliez forcer. Avant de passer au conseil, je tenais à vous dire une chose intéressante. La levée double a une petite particularité, elle ne peut généralement être effectuée que lors d'un temps fort, quand l'attention des spectateurs est focalisée sur les cartes. C'est l'une des rares techniques qu'on ne réalise presque jamais sur un temps faible. Ça veut dire qu'on peut rarement faire une diversion, un détournement d'attention, au moment où on la réalise. Il faut donc la maîtriser à la perfection. Elle doit être naturelle, légère, sans crispation. Et on va voir tout ça maintenant. La première chose à savoir, c'est la préparation. Car oui, une levée double, ça se prépare. La préparation classique, elle consiste à faire une brisure avec le petit doigt sous les deux premières cartes, donc ici, sous les deux premières cartes du paquet. Les deux cartes qu'on va retourner comme une tout à l'heure. Pour cela, soit vous effeuillez les cartes par l'arrière avec le pouce. Donc vous allez effeuiller deux cartes. Alors pour ça, je vous conseille alors je vais mettre ici pour bien vous montrer, de biseauter légèrement le dessus, c'est-à-dire tirer vers vous légèrement les quelques premières cartes du dessus pour pouvoir mieux les compter à l'arrière ici. Et vous allez en soulever deux et vous allez placer votre petit doigt dessous. Donc juste la pulpe du petit doigt, juste un petit bout de peau du petit doigt pour juste les maintenir espacés légèrement. Alors attention, une des choses qu'on voit souvent faire à tort, c'est qu'on appuie ici au milieu et on lève l'arrière. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Le problème, c'est que là, c'est pas naturel parce qu'on voit, alors ça se voit pas très bien à la caméra, mais votre carte va faire une courbure que les gens vont voir. Il faut pas appuyer ici au milieu avec les doigts, il faut laisser la carte libre. Elle doit être plane, à peu près plane, entre l'avant et l'arrière, et l'arrière étant légèrement voûtée, elle va être forcément légèrement gondolée, mais il ne faut pas l'écraser. Il faut vraiment la laisser le plus plat possible pour pas qu'on remarque que vous l'avez soulevée à l'arrière. Donc ça, c'est pour la brisure. Pour obtenir votre brisure, le mieux, en dehors de cette technique donc de défeuillage par l'arrière, ça va être de le faire à une seule main. C'est-à-dire que vous allez pousser les cartes avec votre pouce. Alors là, j'ai un pansement, donc c'est pas forcément évident, mais vous allez pousser les cartes avec votre pouce de la même main, et en revenant en arrière, vous allez pouvoir, avec votre petit doigt, compter deux cartes pour mettre votre petit doigt dessous. Ça se fait évidemment avec beaucoup d'entraînement, mais c'est intéressant parce que vous allez pouvoir le faire, par exemple, avec la main qui pend le long du corps, pendant un temps faible. Vous allez pouvoir récupérer votre brisure pour préparer votre levée double qui va venir ensuite. Car oui, pour le coup, la préparation, elle peut être faite loin de l'attention du public, pendant un temps faible donc, ou lors d'un détournement d'attention. La phase suivante, par contre, elle consiste à retourner les deux cartes communes, et ça, par contre, on va le faire en règle générale, pendant un temps fort. Et là encore, il existe de très nombreuses façons de faire. Donc là, je vais récupérer une brisure pour vous montrer. Vous pouvez, par exemple, attraper les cartes, donc les pousser légèrement vers l'avant, les attraper, donc les deux cartes ensemble, vous les poussez légèrement vers l'avant, et ensuite vous les attrapez par le dessus, pour les retourner comme une ici. Et ensuite, vous pouvez refaire la même chose. C'est souvent comme ça qu'on apprend quand on débute. C'est pas forcément la méthode la plus naturelle pour retourner une carte. On va rarement retourner une carte en faisant comme ça. On peut aussi attraper, donc je refais ma petite brisure, on peut aussi attraper les cartes par l'angle, les deux angles opposés, comme ça, pour les retourner comme ça, comme une seule. Et ensuite, on pourra les retourner si on veut, pour les replacer sur le paquet. On peut les attraper là ou là, ça dépend. Une autre belle façon de faire, ça va être d'attraper les cartes par la brisure au niveau du pouce et par l'annulaire par l'avant, ici, de placer les deux autres doigts dessus et de laisser le pouce glisser tout seul vers le milieu des cartes. Alors bon, là je l'ai fait un petit peu lentement, donc elles se sont légèrement décalées, mais avec le rythme normal, vous allez les attraper, vous allez les retourner, vous pourrez les déposer toutes les deux comme une, ici directement. Donc ça c'est très joli, par contre attention, ça inverse les cartes dessus-dessous. Comme ça. Au début, elles étaient comme ça, et elles finissent comme ça. Voilà, ça les inverse au niveau du sens tête-pied, on va dire. Donc, parfois, c'est pas forcément adapté à certaines routines ou à certains paquets truqués. Une autre façon de faire, et c'est ma préférée personnellement, elle consiste à attraper avec le majeur. On va soulever les deux cartes au niveau de la brisure. Le pouce qui est au-dessus va simplement suivre
la carte, et on va la tirer vers nous, ici, vers la droite, enfin vers la main qui tire la carte, et on va suivre le paquet, on va avancer le long du dos de la carte ici pour que ça reste bien égalisé, et on va les retourner comme une ici. Voilà, c'est, je trouve, une des plus belles façons de faire. En tout cas, pour moi, c'est cette façon-là que j'utilise, parce que ça correspond à ma façon de retourner une carte. Quand je retourne une carte, je fais comme ça. Donc, du coup, je fais une levée double qui ressemble à ça. Parce que je pense qu'il n'existe pas une façon meilleure que d'autres de faire une levée double. Ça dépend de vous. Il faut vraiment, comme d'hab, faire le mouvement vrai, s'inspirer du mouvement vrai. Vous regardez comment vous faites normalement pour retourner une carte. Et ensuite, vous pouvez vous inspirer de ça pour essayer de vous en approcher le plus possible. L'idéal étant de faire exactement le même mouvement. L'un des problèmes fréquents, ça va être au moment du retournement, les deux cartes vont, j'exagère, mais vont se décaler. Donc ça, les spectateurs peuvent le voir, surtout s'ils sont très près, même si ça se décale un tout petit peu, ça risque d'être visible. Donc il faut bien s'entraîner pour que les deux cartes restent collées l'une à l'autre, on va dire, et évite qu'elles se décalent. Pour ça, vous avez plusieurs astuces. Vous pouvez d'abord utiliser tous les doigts pour essayer de les maintenir le plus plaqués possible. Notamment l'index, par exemple si vous allez les attraper ici par l'angle, vous pouvez utiliser votre index pour les maintenir bien alignés. Et là vous pouvez faire ce que vous voulez, elles vont rester bien alignées puisque votre index maintient l'ensemble. Vous pouvez aussi utiliser les doigts de l'autre main. Vous pouvez bien appuyer sur les deux cartes, par exemple juste avant de les retourner, on va faire comme ça, on a la levée double, vous pouvez bien appuyer dessus pour vider l'air entre les deux cartes. Avec la finition sur coussin d'air des cartes Bicycle, ça va créer une sorte un petit peu de ventouse. Pas tout à fait ça, mais l'idée est là. Ça va créer une sorte de ventouse qui va faire en sorte que les cartes vont rester un petit peu plus ensemble, un peu plus collées, ça va moins glisser. Vous pouvez aussi, au moment du retournement, incliner légèrement, appuyer entre vos doigts en fait, pour créer une espèce de petite pliure, une mini pliure, qui fait que les cartes vont rester un petit peu plus soudées l'une à l'autre. Bien sûr, il ne faut pas que les gens vous voient le faire, mais vous pouvez le faire au moment de retourner, vous attrapez et hop, vous pincez un petit peu plus pour que ça soit un petit peu plus solide au niveau de l'alignement des deux cartes. Et enfin, il faut garder la main qui réceptionne les cartes, la main qui tient le paquet, il faut la garder le plus droit possible pour que le paquet soit le plus parallèle au sol possible. Ça va vous éviter justement que les cartes glissent et se décalent l'une de l'autre. Dans tous les cas, seul l'entraînement, debout, assis, etc. vous permettra de bien maîtriser le retournement. Parce que c'est l'étape essentielle, c'est l'étape clé de cette technique. C'est sur elle que sa réussite repose. Vos mouvements ils doivent être naturels, presque aériens. Plus vous serez détendu et mieux elle passera. Essayez de vous persuader vous-même que vous êtes réellement en train de retourner une seule carte. Ça va vous aider beaucoup. Un dernier conseil. La plupart du temps, il faudra retourner à nouveau les cartes face en bas. Mais selon le retournement que vous utilisez, ce n'est pas toujours évident de réobtenir une brisure sous le petit doigt. Surtout qu'en plus, les yeux des spectateurs sont rivés sur le jeu. Donc moi, je vous conseille, au premier retournement, de les placer légèrement décalés, alors, je ne sais pas si ça se voit, mais légèrement décalés vers l'arrière, par exemple comme ça. Ce qui fait, par rapport au reste des cartes, ce qui fait qu'ici, vous allez pouvoir, donc là, elles sont complètement, j'ai plus de brisure, elles sont complètement alignées avec le reste du jeu. Mais comme elles sont décalées vers l'arrière, je vais pouvoir les réattraper facilement pour les retourner à nouveau. Et d'ailleurs, vous pouvez vous entraîner au retournement en faisant ça. C'est-à-dire que vous les attrapez, vous les retournez en les laissant dépasser et vous vous amusez à les re-retourner, à les re-retourner, à les re-retourner. Ça va vous permettre de bien tester l'angle, l'inclinaison, la manière de faire pour les pincer un petit peu ensemble et tout ça. Bon là je vais un petit peu vite, c'est un peu mal fait, mais vous voyez l'idée. Vous vous entraînez comme ça à retourner, retourner, retourner pour essayer de faire quelque chose de propre. La levée triple, donc avec 3 cartes, fonctionne exactement pareil, mais je vais vous avouer quelque chose, j'ai du mal à présenter une levée triple. Non pas parce que c'est difficile à faire, parce que c'est finalement aussi facile entre guillemets qu'une levée double, mais c'est plutôt à cause de la crainte que le public remarque l'épaisseur. En réalité, il n'y a aucun risque, les spectateurs ils n'ont pas le temps de voir l'épaisseur que représentent les 3 cartes. Mais je bloque sur cette idée et donc je me freine, moi pour l'instant. Je pense qu'il ne faut pas présenter en plus une technique si on n'est pas prêt. Mais à côté de ça, il faut aussi tenter des choses, il ne faut pas rester sur des a priori, donc il faudra bien que je me lance pour casser cette appréhension. Mais bon, tout ça est un autre sujet dont on pourra parler une autre fois. Si vous êtes un magicien expérimenté, je pense que je vous aurai rien appris sur ce sujet, mais si vous débutez, j'espère vous avoir fourni suffisamment de conseils pour vous aider à bien maîtriser cette technique, pour la présenter convenablement à vos spectateurs. Ne la négligez pas, c'est une technique incontournable et qui est particulièrement utile.
Pour conclure, je voulais vous présenter ce livre, le Manuel de close-up d'Harry Loren. C'est un bel ouvrage de presque 500 pages, édité par CC Éditions au prix de 85 €, mais ça, on va y revenir. J'en profite d'ailleurs pour remercier Franz de CC Éditions, qui me l'a offert pour que je puisse vous en parler, mais je vous rassure, j'ai attendu de le lire en entier et je vais rester honnête sur ce que j'en ai pensé. D'abord, un petit mot sur Harry Loren. C'était un magicien américain né en 1926 sous le nom de Harry Ratzer, je lis mes notes, et il est décédé en 2023 à l'âge de 96 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il présentait de la magie variée, mais principalement des cartes et surtout des démonstrations de mémoire prodigieuses. Il a surtout été connu pour ça. Il est l'auteur de nombreux livres et articles de magazines et c'est l'un des plus grands magiciens du XXe siècle. Ce livre, donc le Manuel de close-up, The Magic Book en version originale, il est paru en 1977 et il a été traduit en français par Monsieur Richard Vollmer, rien que ça, en 1991. L'édition qu'on a là date de mai 2024 par CC Éditions donc. D'abord sur la forme, c'est un livre imposant. Il est très épais, il est magnifique avec cette couverture bouffante qui est un peu la signature de CC Éditions. C'est vraiment un très beau livre qui prendra une place de choix dans votre bibliothèque. Quand on le feuillette, on se rend rapidement compte qu'il est très illustré. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y a 259 illustrations exactement, donc ça fait à peu près 2 illustrations par page. Et on voit aussi qu'il est écrit assez gros, peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'on aurait gagné un peu de pages en écrivant un peu plus petit pour avoir un livre un peu moins volumineux, mais du coup c'est très agréable à lire et c'est très aéré. Concernant le contenu, puisque c'est le plus important bien sûr, il est organisé en 5 chapitres. D'abord les cartes qui font 240 pages, donc à peu près la moitié du livre, les pièces 80 pages, les nombres 25 pages, le mentalisme 30 pages, et ensuite les tours divers, donc allumettes, foulards, stylos, cordes, etc., sur environ 100 pages. Et c'est l'un des points forts de ce livre, la diversité du contenu. En revanche, en termes de technicité, les tours et les techniques sont plutôt faciles à faire, il n'y a rien de très compliqué. Le sous-titre du livre évoque les magiciens débutants, amateurs et confirmés. J'ai peur que les magiciens confirmés restent un peu sur leur faim. Je pense plutôt que pour eux, l'intérêt du livre il est de découvrir ou de redécouvrir des classiques oubliés et surtout avec des conseils d'un professionnel. Le livre est d'ailleurs présenté comme un apprentissage pas à pas, comme si on prenait un cours auprès d'Harry Loren, et c'est totalement vrai. Je conseillerais donc évidemment aussi le livre aux magiciens débutants ou intermédiaires, vous pouvez y aller les yeux fermés, car vous avez là tout ce qu'il faut pour apprendre la magie de manière sérieuse avec des effets percutants qui utilisent des méthodes simples. Ça fait un peu pub, mais c'est vraiment ça. Il donne de nombreux conseils pratiques, par exemple pour chaque tour expliqué, il y a systématiquement un paragraphe dernière réflexion qui donne des conseils complémentaires, soit dans la présentation, dans la technique, ou aussi des subtilités ou des variantes intéressantes. Ça structure le livre, ça rend la lecture plus aérée, plus agréable, et ça permet aussi plus tard de rouvrir le livre au hasard pour relire une routine expliquée pendant quelques dizaines de secondes et cogiter ensuite pendant plusieurs jours sur ces dernières réflexions. Pour vous donner des exemples de techniques et de routines, il explique les manipulations normales des cartes, donc les tenues, les mélanges usuels, quelques contrôles et faux mélanges français, des forçages, fausses coupes, levée double, empalmage, glissage. En termes de routine, avec les cartes, il y a plusieurs routines d'épellation, de hasard et de dextérité. Il y a un double changement de couleur qui est pas mal, et une belle routine de triche aussi. Avec les pièces, il y a une belle routine de pièces à travers la table avec quelques variantes permettant de régler la difficulté, ça c'est vraiment pas mal, c'est bien trouvé. Il y a des disparitions, apparitions bien sûr. Avec les nombres, il y a un carré magique instantané, il y a quelques tours avec des calculatrices, avec une calculatrice. La section mentalisme, elle est assez courte, j'avais peur d'être déçu. Et finalement, c'est la meilleure partie du livre, je trouve. Alors peut-être parce que c'est un petit peu là-dedans que je suis en ce moment. On retrouve des classiques, comme par exemple l'utilisation du choix du magicien pour forcer un objet, mais j'ai surtout noté une belle manière de réaliser une prédiction avec une colonne de journal. Il y a aussi une autre avec un mécanisme de permutation et d'élimination que je ne connaissais pas. Il y a aussi l'explication de la méthode de base qui a inspiré Peter Camp pour sa fameuse routine Lord qui a été commercialisée l'année dernière. Et dans la dernière partie, donc les objets usuels, il y a de très belles idées avec des allumettes, des foulards, des cordes, mais là encore on reste globalement dans le classique. J'ai quand même noté moi une belle manière d'enclaver 2 cordons que je vais réutiliser, ça c'est sûr. Bref, tout ça est globalement assez complet, même s'il y a certains sujets qui ne sont pas abordés, il le dit d'ailleurs lui-même dans la postface, comme les gobelets ou les anneaux, mais quelle que soit votre personnalité, votre style de magie, vous trouverez forcément des idées dans ce livre. J'ai quand même noté quelques points faibles concernant le contenu. Le premier, c'est qu'on retrouve des explications de technique au milieu des explications de tours. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais il a placé des chapitres dédiés aux techniques, pour les cartes et les pièces notamment,
Et c'est dommage parce que du coup ces chapitres, ils sont pas complets parce qu'il y a certaines techniques qui vont être expliquées au milieu des routines, donc il va falloir feuilleter les routines pour retrouver les techniques en question. C'est pas bien grave, mais voilà, c'est un peu dommage. Un point un peu plus embêtant, c'est qu'il lui arrive d'expliquer un tour sans en avoir présenté l'effet. C'est même d'ailleurs de plus en plus vrai, j'ai l'impression, au fil de la lecture. Du coup, parfois, on ne comprend pas vraiment où il veut en venir. Il y a des fois où c'est évident avec le titre, mais il arrive qu'on lise des consignes, placez votre doigt ici, mettez votre main comme ça, sans savoir vraiment où il va. Donc c'est dommage parce que ça brouille un peu la compréhension parfois. Enfin, j'ai vu passer quelques petites coquilles, notamment un problème dans l'explication d'une routine, mais c'est logique qu'il y ait des petits couacs sur 500 pages, franchement il n'y en a vraiment presque aucune, et surtout, elle n'empêche pas du tout la compréhension, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors maintenant, la question fatidique, est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Parce que 85 €, faut avouer, pour un livre, c'est cher. Mais sincèrement, oui, il les vaut. À ce prix, on cible plutôt les pros. Mais le contenu leur est finalement pas vraiment destiné, je trouve, et je suis pas sûr qu'un amateur mettrait 85 € pour acheter un livre de magie, aussi complet soit-il, et ce serait pourtant une erreur. Parce que quand on y réfléchit bien, on achète souvent des articles de magie dans les 40 €. Mais là, pour 2 articles à ce prix-là, vous avez ici un cours complet, qui couvre de nombreuses disciplines, avec de nombreux accessoires aussi, et surtout avec les conseils d'un pro. C'est un peu comme un cours particulier. Vu sous cet angle, le prix est totalement relativisé. Et je vous le dis, si vous voulez vous perfectionner avec une source complète, fiable et sérieuse, vous pouvez acheter ce livre les yeux fermés, vous ne le regretterez pas. Et surtout, et c'est la petite surprise, avec sa gentillesse légendaire, Franz a accepté de vous proposer un code de promotion pour avoir 25 € de réduction sur ce livre en tapant le code NEWMAGIC en minuscule à la validation de la commande sur le site CC Magique évidemment. Donc ça vous fera le livre à 60 € au lieu de 85 €. Donc un grand merci à toi Franz pour ce beau geste qui va être très apprécié, j'en suis sûr. Je ne sais pas combien de temps va durer le code promo, donc n'hésitez pas à le commander le plus tôt possible, surtout qu'il y a la fête des pères qui approche. Vous pouvez aussi en profiter pour vous abonner à la newsletter de CC Magique pour accéder à des vidéos secrètes de Franz, qui sont excellentes d'ailleurs, et bénéficier de réductions tout au long de l'année. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça aide beaucoup la visibilité de la chaîne. Encore un grand merci à Franz pour sa confiance. Je vous laisse sur une petite citation tirée du livre d'Harry Loren, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.